Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. En quelques mois, cet immense territoire au cœur de l'Afrique devient le théâtre d'une crise politique majeure, où ambitions personnelles, luttes idéologiques et intérêts étrangers s'entremêlent. C'est dans ce contexte d'instabilité qu'émerge une figure appelée à marquer durablement l'histoire du pays, Joseph Désiré Mobutu. Ce jeune officier, discret mais ambitieux, transformera le destin du Congo jusqu'à en faire le Zaïre, un État à son image. La naissance d'une nation fragile. À l'aube de l'indépendance, le Congo hérite d'un appareil administratif faible et d'un vide institutionnel profond. Les cadres formés sont rares et les partis politiques, jeunes et désunis, peinent à définir une direction commune. Patrice Lumumba, leader du mouvement national congolais, devient Premier ministre tandis que Joseph Kasavubu, chef de l'Alliance des Bas-Congo, accède à la présidence. Rapidement, des tensions apparaissent entre les deux hommes, nourries par des divergences politiques, ethniques et idéologiques. En août 1960, la province du Katanga, riche en minerais, fait sécession sous la direction de Moïse Tshombe, soutenu par des intérêts belges. Le pays bascule alors dans le chaos. L'armée, mal encadrée, se mutine. Les cadres belges quittent le territoire. Les provinces s'enflamment. Au cœur de cette tourmente, un jeune chef d'état-major, Joseph Désiré Mobutu, commence à jouer un rôle central. Le premier coup d'État, le colonel Mobutu entre en scène. En septembre 1960, face à l'impasse politique entre Kasavubu et Lumumba, Mobutu décide d'intervenir. Le 14 septembre, il annonce la neutralisation du président et du Premier ministre, justifiant son action par la nécessité de restaurer l'ordre. Ce premier coup d'État marque la naissance d'une figure politique nouvelle, celle du militaire arbitre des querelles civiles. Lumumba, écarté du pouvoir, reste néanmoins populaire. Craignant son influence, les partisans de Mobutu et leurs alliés étrangers favorables à l'Occident le font arrêter. En janvier 1961, il est exécuté dans des conditions troubles en Katanga. Sa mort provoque une onde de choc international et fait de lui un symbole de la lutte anticoloniale. Pendant ce temps, Mobutu se maintient dans l'ombre, consolidant ses appuis dans l'armée et auprès des puissances occidentales. La transition et l'ascension politique. Après une période d'instabilité marquée par le retour de Moïse Tshombe à la tête du gouvernement en 1964, le Congo connaît de nouvelles rébellions. Tshombe, soutenu par les États-Unis et les mercenaires européens, parvient à rétablir temporairement l'ordre, mais il inquiète les nationalistes et finit par être limogé par le président Kasavubu. Le pays retombe dans la confusion. Profitant du désordre et de l'usure du pouvoir civil, Mobutu déclenche un second coup d'État le 24 novembre 1965. Cette fois, il s'impose comme chef de l'État à part entière. Âgé de 35 ans, il justifie son action au nom de la stabilité et de l'unité nationale. Son arrivée au pouvoir marque le début d'une nouvelle ère. La consolidation du régime. Les premières années du régime de Mobutu sont consacrées à la centralisation du pouvoir et à la restauration de l'autorité de l'État. Le colonel devenu général s'appuie sur l'armée, pilier de son régime, et sur un discours d'unité nationale. Il met en place un parti unique, le Mouvement populaire de la Révolution, MPR, qui devient le cadre obligatoire de la vie politique. Mobutu se présente comme un nationaliste convaincu. Il prône le retour aux valeurs africaines, rejette les influences coloniales et lance une politique de recours à l'authenticité. En 1971, il rebaptise le pays Zaïre, renomme les villes et encourage les citoyens à abandonner les prénoms chrétiens pour adopter des noms africains. Joseph Désiré Mobutu devient alors Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendu Wazabanga, le guerrier tout-puissant qui va de conquête en conquête, laissant derrière lui le feu. Le Zaïre est la quête d'unité nationale. Cette politique d'authenticité s'accompagne d'une volonté de contrôle idéologique. Le MPR n'est pas seulement un parti, il est une institution englobant tous les aspects de la vie nationale. Les citoyens doivent y adhérer, les syndicats et associations sont intégrés à sa structure et toute opposition est rapidement réprimée.
Sur le plan international, Mobutu adopte une posture de non-alignement prudent. Il entretient des relations avec les pays occidentaux, tout en se présentant comme un leader africain indépendant. Pendant la guerre froide, le Zaïre devient un allié stratégique des États-Unis et de la Belgique, qui voient en Mobutu un rempart contre l'expansion du communisme en Afrique centrale. Cette position lui assure un soutien financier et militaire considérable. Les années fastes et la mise en scène du pouvoir. Au début des années 1970, le Zaïre connaît une relative prospérité, portée par la hausse des cours du cuivre et la nationalisation de plusieurs entreprises étrangères. Mobutu met en avant une image de modernité et de stabilité. Les médias d'État diffusent sa vision du monde. Le chef incarne la nation, garant de son unité et de sa grandeur. Cependant, derrière cette façade, la corruption se généralise. Le pouvoir se concentre autour du président, de sa famille et de ses proches. Le système repose sur la loyauté personnelle et la distribution de privilèges. Les fonds publics sont détournés à grande échelle, donnant naissance à une expression populaire, se débrouiller, devenu synonyme de survie dans un système où tout dépend de l'accès au pouvoir. La zaïrianisation et ses conséquences. En 1973, Mobutu lance la politique de zaïrianisation, consistant à transférer les entreprises étrangères à des mains nationales. Officiellement, il s'agit de restituer au peuple zaïrois le contrôle de son économie. En pratique, ces biens sont souvent redistribués à des proches du pouvoir, sans compétence pour les gérer. L'économie se détériore rapidement, la production chute, l'inflation s'envole et la corruption s'aggrave. Face à ces difficultés, Mobutu tente une rectification partielle en 1975 en restituant certaines entreprises aux anciens propriétaires étrangers. Mais le système reste fragilisé. L'État dépend désormais largement de l'aide internationale et de la rente minière. Le culte de la personnalité et la diplomatie du prestige. Mobutu développe un culte de la personnalité sans précédent en Afrique postcoloniale. Son portrait orne les écoles, les bureaux et les billets de banque. Les médias exaltent sa sagesse et sa clairvoyance. Les cérémonies officielles, soigneusement orchestrées, visent à renforcer son autorité symbolique. Parallèlement, Mobutu mène une diplomatie active. Il reçoit de nombreux chefs d'État, organise de grandes manifestations culturelles et sportives, comme le célèbre combat de boxe entre Muhammad Ali et George Foreman à Kinshasa en 1974, connu sous le nom de Rumble in the Jungle. Cet événement, retransmis dans le monde entier, illustre sa volonté de présenter le Zaïre comme une puissance africaine moderne et rayonnante. Un pouvoir consolidé mais fragilisé de l'intérieur. À la fin des années 1970, Mobutu apparaît comme un chef incontesté, mais son pouvoir repose sur des équilibres précaires. La répression des opposants, la dépendance économique et la personnalisation du régime laissent présager des tensions futures. Sous son apparente stabilité, le Zaïre devient un État où la loyauté prime sur la compétence, où la richesse du pays contraste avec la pauvreté de la majorité. L'image internationale de Mobutu reste ambivalente. Il est à la fois l'allié stratégique de l'Occident et le symbole des dérives autoritaires du continent. Conclusion. Entre 1960 et 1975, Joseph Désiré Mobutu a su transformer les crises politiques du Congo en tremplin pour son ascension personnelle. De jeune officier à chef d'État tout-puissant, il a construit un système fondé sur l'ordre, la loyauté et le contrôle idéologique. Derrière la rhétorique nationaliste et la mise en scène de la grandeur, son régime s'est progressivement refermé sur lui-même, annonçant les difficultés économiques et politiques qui marqueront les décennies suivantes. L'histoire du Zaïre sous Mobutu illustre à la fois l'espoir d'une indépendance retrouvée et les dérives d'un pouvoir sans partage. Elle demeure un chapitre essentiel pour comprendre les trajectoires post-coloniales de l'Afrique contemporaine.